Monsieur Meunier, c'est à vous. Je vous cède la parole. Donc, merci d'être en aussi grand nombre avec nous cet après-midi. Oui, merci, Monsieur Legendre. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Charles Meunier, je travaille pour la compagnie Mabarex. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Jean-Philippe, qui a mis sa caméra et son micro à off pour le moment, mais tantôt Jean-Philippe interviendra, puis vous le verrez apparaître. On travaille tous les deux, on est ingénieurs spécialisés dans le domaine du traitement des eaux. On travaille chez Mabarex. Mabarex, c'est une compagnie qui vend des solutions de traitement des eaux. On fait la conception, la construction, la mise en route d'installations et l'accompagnement à l'opération. On fait des projets dans des domaines municipaux et industriels. Oui, je suis content moi aussi de vous voir en grand nombre. Je vous remercie d'être là. Je remarque que parmi vous, il y a certains spécialistes du domaine, mais la majorité, vous êtes des représentants de MRC et de municipalités. On va essayer d'être pertinent pour tous. Et puis, notre mission aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de vous donner des outils pour être mieux équipés la prochaine fois que vous allez faire face à un dossier, un enjeu en lien avec l'assainissement des eaux sur votre territoire. Pour ceux qui l'écoutent en direct, comme M. Legendre vient de le dire, vous pouvez poser des questions. On a aussi, vous voyez notre adresse courriel sur la première diapositive. Je l'ai aussi écrit dans le chat que vous pouvez aussi accéder sur la plateforme. Donc, sans plus tarder, on va passer à la présentation. Le plan de la présentation, en gros, on va d'abord passer rapidement sur certains enjeux d'assainissement que vous pouvez avoir dans votre municipalité. On va parler des installations septiques individuelles. Ce n'est pas notre métier. Nous, on est vraiment dans l'assainissement plus communautaire, là. Mais on va dire un mot rapidement sur les installations septiques individuelles pour passer ensuite au sujet du jour, l'assainissement décentralisé communautaire. On va parler des réseaux de collecte et on va s'attarder un peu plus sur les microstations d'épuration et en particulier le réacteur biologique membranaire. Puis on aura une période de questions à la fin de la présentation. Dans vos municipalités, vous pouvez avoir des enjeux en lien avec l'assainissement des eaux. C'est probablement ce qui vous intéresse de la conférence d'aujourd'hui. En 2015, Radio-Canada publiait un article selon lequel il y avait une centaine de municipalités au Québec qui avaient des problématiques au niveau du traitement de leurs eaux usées. En particulier, en fait, il n'y avait pas vraiment de traitement d'eau usée, autre que pour plusieurs d'entre elles, un dégrillage grossier. Il y a plusieurs municipalités qui ont eu depuis du financement pour réaliser des projets, tant mieux. Il en restera encore aujourd'hui 50, 60 municipalités qui sont toujours dans la même situation. Il y a aussi, que vous ayez ou non un réseau d'égouts et des installations d'assainissement chez vous, collectives, vous avez aussi certainement ou fort probablement des installations septiques individuelles. En 2015, ou 2017, l'ancien président de la FQM disait qu'il y avait presque 800 000 résidences au Québec qui avaient des installations septiques pas nécessairement conformes. Il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis ce temps-là. Il y a eu une mise aux normes, un effort considérable qui a été fait pour la mise aux normes. Mais encore aujourd'hui, et vous savez mieux que moi, chez vous, il y a probablement encore des cas à problème. Il y a un autre enjeu que vous pouvez aussi avoir chez vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des projets de développement, que ce soit des projets de développement immobilier, des nouveaux commerces, industries, camps de travailleurs qui seraient situés à l'extérieur du territoire qui est desservi par le réseau d'égouts municipal. Alors, encore une fois, il faut régler cette problématique d'assainissement des eaux usées. Vous avez cette obligation de faire respecter la loi, à savoir que nul ne peut rejeter dans l'environnement des eaux usées. Ce sont les municipalités qui sont responsables de faire respecter cette loi-là. Puis au-delà de la loi, bien, ça fait un sens que l'on fasse des efforts considérables pour protéger notre environnement, respecter la nature, la biodiversité. Il y a des bénéfices à avoir un aménagement durable du territoire, certainement en ce qui concerne la valeur des actifs, des propriétés, mais aussi pour s'assurer d'avoir des accès à des usages récréatifs. Donc, quelles sont les solutions?
quand on est face à ces enjeux, il y a une option qui peut être la plus intéressante là, s'il y a un réseau d'égouts à proximité et que techniquement, il y a une capacité résiduelle à la fois dans le réseau de transport de collecte qu'à la station d'épuration pour le traitement et que ce réseau est situé pas trop loin des nouvelles installations qui produisent des eaux usées. À ce moment-là, ça devrait être la solution la plus intéressante. Toutefois, parce qu'il y aurait peut-être plus de capacité dans le réseau ou parce que le réseau est situé trop loin, ça peut devenir très dispendieux de penser à cette solution-là. Il faut se tourner vers d'autres options. C'est là qu'on va parler des installations septiques individuelles ou de l'assainissement décentralisé communautaire. Alors, parmi les installations septiques individuelles, il y en a qui existent depuis fort longtemps. On connaît tous les fosses septiques, les champs d'épuration. Il y a des systèmes qui se sont développés. On parle de plus en plus, depuis longtemps, là aussi, des traitements avancés, de traitements secondaires, de traitements tertiaires. Quelques définitions. Là, quand on parle de traitement primaire, on va parler de l'assainissement des solides grossiers ou plutôt l'enlèvement des solides grossiers, des dégrieurs, par exemple. Si on parle de traitement secondaire, on va travailler sur l'enlèvement de la pollution organique. Le secondaire avancé va aller un peu plus loin dans l'enlèvement des MES, la DBO, donc la pollution organique. Et quand on va parler de traitement tertiaire, là, on va s'attaquer davantage aux nutriments, l'enlèvement de l'azote, du phosphore et des organismes pathogènes aussi. Ça, c'est en lien avec la désinfection. Et, pas ici au Québec, mais en Europe, dans certains pays comme la Suisse, ils commencent à avoir des normes aussi sur les micropolluants, tels que les résidus médicamenteux, les hormones, les pesticides. Alors, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement s'en venir ici aussi. Il y a, comme vous le voyez dans le bas de la diapositive ici, des produits aussi qui sont maintenant approuvés par le bureau de BNQ, dont Hydrokinétique, là, qui est fait par Envirostep, et les autres aussi que vous reconnaissez sûrement. Alors, ce sont des technologies qui sont certifiées, qui sont approuvées, qui ont la capacité de traiter les eaux usées en respect des objectifs du ministère de l'Environnement. Toutefois, même s'il y a de très bonnes technologies aujourd'hui disponibles, il y a des enjeux qui parfois vont faire en sorte que le choix de la solution d'un assainissement individuel devient compliqué. Par exemple, si on a un sol qui est peu perméable ou on est à proximité de lacs ou cours d'eau plus sensibles à l'azote et au phosphore, ou par exemple que les terrains sont trop restreints, la nappe phréatique est élevée, il va arriver des situations, dans ces cas-là, où l'installation septique individuelle va devenir de plus en plus dispendieuse. Et ça peut remettre en question de choisir cette option-là. Même parfois, ça devient techniquement impossible d'avoir une installation septique individuelle. Et même si on a des installations septiques individuelles qui sont adéquates, on peut avoir, pour celles qui sont plus anciennes, qui sont là depuis plus longtemps, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ça pourrait arriver encore, là, mais un mauvais choix de technologie en fonction de la situation spécifique de cet endroit-là, ou il peut y avoir une mauvaise installation, un problème au niveau de l'utilisation. On va parler tantôt un peu plus là, de l'importance de la biomasse dans ces systèmes-là. La biomasse, qui sont ces micro-organismes qui vont être les soldats qui vont traiter la pollution qui est dissoute dans l'eau, qui vont consommer la pollution dissoute dans l'eau. Si cette armée de bactéries n'est pas en quantité suffisante, n'est pas en bon état, on ne fait pas le traitement. Et là, on va rejeter dans l'environnement des contaminants. Il peut y avoir des problèmes de colmatage, des problèmes de bris d'équipement, un manque d'entretien. Et une des difficultés qu'on a avec les installations septiques individuelles, c'est qu'on n'a pas un contrôle aussi régulier que dans les stations d'épuration conventionnelles. Ces problématiques-là peuvent entraîner des risques de contamination, par exemple, de la nappe phréatique. Si on imagine les contaminants qui percolent dans le sol, qu'il y a davantage, que le traitement n'est pas adéquat, puis qu'il y a davantage de contaminants qui se retrouvent dans le sol, ils peuvent percoler jusqu'à la nappe phréatique. Et il y a des études qui montrent qu'il y a effectivement des problématiques de contamination
de l'eau potable qui est puisée à partir des puits artésiens pour alimenter les résidences. Ou dans nos lacs ou dans nos cours d'eau, on peut voir qu'il y a une eutrophisation, un vieillissement prématuré de nos cours d'eau. Les matières en suspension qui vont être déposées dans ces milieux-là vont générer éventuellement une activité bactériologique anaérobie. On va avoir production d'odeurs désagréables ou de la turbidité davantage dans l'eau pour les particules qui ne décantent pas. Les matières organiques et les nutriments vont générer aussi une activité biologique supplémentaire dans le cours d'eau qui va consommer de l'oxygène, qui laisse moins d'oxygène pour les espèces aquatiques et aussi évidemment la prolifération d'algues. Et on peut avoir aussi des organismes pathogènes qui deviennent dangereux, risquant de transmettre des maladies aux gens qui pourraient entrer en contact direct avec le milieu. Donc, je veux bien que vous reteniez qu'on ne dit pas que les installations septiques individuelles ne sont pas adéquates. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la seule solution et ce n'est pas toujours la meilleure solution non plus et que c'est à vous, comme je disais en entrée de jeu, on est là pour vous donner des outils, pour vous aider à réfléchir, à trouver les meilleures solutions pour la situation qui vous concerne particulièrement. Donc, quand on parle d'assainissement décentralisé communautaire en alternative à cette façon de faire en utilisant les installations individuelles, eh bien, on fait référence à une installation septique, encore, décentralisée, soit située à l'extérieur du périmètre qui est desservi par le réseau d'égouts principal de la municipalité, et pour traiter efficacement et économiquement les eaux usées de plusieurs usagers, que ce soit des résidences, des commerces, des installations, industries ou autres institutions. Alors, on parle d'un seul système d'assainissement plutôt que de nombreuses installations septiques sur le territoire. Et les bénéfices qu'on va aller chercher, c'est d'avoir un meilleur suivi sur la qualité de l'eau traitée. Hein? Si toute l'eau se ramasse à un point, que ce système de traitement-là est surveillé régulièrement, eh bien, on va savoir davantage si jamais il y a un problème, s'il y a une mauvaise efficacité du traitement, on peut réagir rapidement. Donc, on a une meilleure protection de l'environnement. On a un seul ouvrage d'assainissement des eaux à contrôler. Il y a moins de gestion de vidange de boue. On va générer des boues aussi, mais il y a un seul endroit à aller récupérer les boues. Et l'opération et l'entretien sont centralisés. Puis, éventuellement, s'il y a de nombreux usagers qui sont connectés sur ce système-là, eh bien, il y aura des économies substantielles pour les citoyens. Il y a deux composantes. Dans le système collectif, là, on parle d'un réseau de collecte qui est essentiel pour acheminer les eaux à un seul endroit, puis évidemment, la microstation d'épuration. Donc, pour ce qui est du réseau de collecte, encore une fois, nous, Jean-Philippe et moi, travaillons pour Mabarex. On est dans les solutions de traitement des eaux. On ne fait pas dans les ouvrages de collecte, mais je vous en présente ici 4. Le réseau gravitaire, les réseaux sous faible pression, soit avec pompe broyeuse ou avec fosse septique, et les réseaux sous vide. Donc, les réseaux gravitaires, c'est les plus communs. On parle d'une conduite de diamètre relativement gros qui va aussi avoir besoin d'une pente minimum pour assurer un écoulement suffisant pour empêcher la sédimentation des solides. Et le désavantage de ce type de réseau, c'est qu'à un moment donné, dépendamment de la topographie du terrain, on peut se retrouver à des profondeurs importantes. Donc, il y a une étude de coût-bénéfice à faire pour déterminer si on doit installer des postes de relèvement, des stations de pompage pour repartir un peu plus haut et continuer notre chemin vers la station d'épuration. Si à un moment donné, les coûts des travaux pour l'excavation ou les coûts en station de pompage deviennent trop importants, c'est là que ça devient intéressant et pertinent d'analyser d'autres options telles que les réseaux sous faible pression. On va se retrouver avec un réseau sous faible pression avec une conduite de beaucoup plus petit diamètre qui va être localisée directement sous la ligne de gel. Donc, on a moins d'excavation à faire. Étant donné qu'on est sous faible pression, on peut même remonter, avoir une pente ascendante et puis on n'aura pas de problème. Et donc, ça limite la quantité d'excavation qu'on a à faire.
comparativement au plus gros diamètre et pente plus importante qui est nécessaire pour les réseaux d'égouts conventionnels gravitaires. Donc, je vous ai dit, il y a deux types de réseaux sous faible pression. Le premier que je vous présente, c'est celui avec pompe broyeuse. Donc, vous voyez ici, chaque résidence serait équipée d'un puisard avec une pompe broyeuse. On parle de pompe de 1,5 HP à peu près. La pompe, elle, va récupérer toutes les eaux usées de la résidence, va les broyer pour former un liquide relativement homogène qui peut ensuite être pompé dans une conduite de petit diamètre. On va parler de 2 pouces de diamètre qui va rejoindre un collecteur qui ramasse toutes les eaux vers la station ou la microstation d'épuration. Ici, je vous présente, là, il y a 3 entreprises que j'ai nommées, il y en a d'autres, mais qui offrent des systèmes de pompes broyeuses pour ce genre de réseau. Par exemple, Burns qui présente l'EcoTran. Alors, vous pouvez imaginer à chaque résidence une espèce de puisard comme ça, avec une pompe broyeuse qui va être actionnée lorsque le niveau d'eau usée dans le puisard atteint un certain niveau. Et la pompe broyeuse va pomper ces eaux-là vers le réseau, puis va s'arrêter automatiquement au fur et à mesure que le niveau va baisser. Il y a aussi la compagnie John Brooks qui offre un système similaire. Toutefois, celui-ci, ce sont des pompes broyeuses. Burns offre une pompe à déplacement positif. Là, ici, on parle de pompe centrifuge, mais on peut observer sur cette illustration-là qu'effectivement, les réseaux sous faible pression peuvent remonter des pentes pour se rendre jusqu'à la station, la microstation d'épuration. L'autre système sous faible pression, c'est un réseau d'égout avec fosse septique. Alors, on retrouve encore une fois ce puits de pompage, mais plutôt que d'avoir une pompe broyeuse, on va avoir une pompe de plus faible capacité, une demi-HP plutôt qu'un 1,5 HP, parce qu'en amont, on a une fosse septique qui vient faire un pré-traitement. Cette fosse septique-là permet de séparer les solides des liquides. Alors, on se retrouve déjà avec un liquide homogène à la sortie, puis pour le reste, c'est la même chose. On va pomper dans une petite conduite vers la station d'épuration. Par contre, le désavantage de cette option-là, c'est qu'il doit y avoir une fosse septique sur le terrain de chaque usager et cette fosse doit être aussi vidangée périodiquement, moins fréquemment qu'une fosse septique conventionnelle, mais quand même. Donc, ici, j'ai nommé une entreprise qui propose ce genre de solution-là. On a aussi le réseau sous vide qui a aussi des similarités avec les deux précédents, à savoir qu'on parle de conduite de faible diamètre située pas très loin non plus de la surface, comparativement au réseau d'égouts gravitaires. Et on a un point central, habituellement près de la station d'épuration, un réservoir qui est mis sous vide. Et ce réservoir-là relie chaque résidence ou bâtiment là, du secteur. Et à chacune des résidences, on retrouve quelque chose qui est similaire au puits de pompage, mais plutôt que d'avoir une pompe, c'est simplement une vanne qui va être actionnée en fonction du niveau d'eau. Alors, quand l'eau atteint un certain niveau, il y a un détecteur de niveau qui va faire ouvrir cette valve-là et à cause du vide qui est créé dans le réseau, il y a une aspiration des eaux usées qui se fait. Et puis, quand le niveau baisse en deçà d'un certain niveau, bien, la vanne se referme automatiquement. Alors, ces réseaux sont peu communs, je dirais. Au Québec, là, il y en a un dans la ville de Marion en Gaspésie, il y en a un autre à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, si je ne me trompe pas. Mais c'est aussi très intéressant dans la mesure où ça permet de limiter l'excavation qu'il y a à faire comparativement à un réseau gravitaire. Et aussi, il n'y a pas de besoin d'électricité à chacune des résidences pour actionner la vanne. Ça se fait de façon sans électricité. On remarque toutefois, comparativement au réseau sous faible pression, qu'on a besoin d'une pente minimum dans les conduites. Alors, c'est pour ça qu'on a des points de relèvement au maximum aux 100 mètres, là, où l'eau va pouvoir remonter plus près de la surface
pour s'assurer de suivre le profil du terrain autant que possible. Donc, je ne veux pas aller plus loin que ça dans les réseaux d'égouts. Ça me fera plaisir, comme pour tout le reste, si vous avez envie d'en discuter davantage, ou vous avez des questions, vous voulez des références, vous pouvez communiquer avec moi. Vous avez mon adresse courriel dans le chat, encore une fois. Mais quand vient le temps de faire le choix d'un réseau de collecte, c'est encore une fois, il faut prendre le temps de faire une étude comparative au niveau des coûts, mais des coûts de capitalisation et opération à long terme, s'assurer qu'on va aller chercher la meilleure option possible. Il y a certains avantages à un type de réseau et moins pour d'autres. Alors, mais ce sont toutes des solutions qui peuvent être intéressantes. Il s'agit d'en faire une analyse pour vos besoins spécifiques à vous. Une fois qu'on a récupéré l'eau, qu'on a acheminé nos eaux usées à un point central, maintenant vient le temps de la traiter. Puis à cette étape-ci, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Philippe qui va vous entretenir là, de l'assainissement, de la microstation d'assainissement en tant que telle. Oui, bonjour tout le monde. Donc, ça va me faire plaisir de vous parler un petit peu du réacteur biologique membranaire. Donc, comme mentionné, le réacteur biologique membranaire Ultimo, c'est un procédé de boue activé combiné à une filtration membranaire. Donc, nous avons donc des boues activées combinées à une filtration membranaire. Donc, qu'est-ce que c'est un procédé de boue activé? Premièrement, c'est composé de deux éléments principaux. Le premier élément, c'est un bassin d'aération dans lequel on cherche à obtenir des conditions bien contrôlées pour le développement des micro-organismes. Donc, c'est ce que Charles a mentionné tout à l'heure. Donc, on veut développer des micro-organismes et puis un équilibre entre les différentes populations bactériennes dans ce bassin-là. Comme c'est un procédé qui fonctionne en continu, on a un élément de clarification à la sortie du procédé, un clarificateur ou un décanteur secondaire, et puis la biomasse qui va décanter dans le fond de ce décanteur-là, on appelle ça de la boue dans le jargon. Donc, cette boue-là est recirculée en amont du bassin d'aération pour permettre une plus grande concentration de micro-organismes dans le bassin et de pouvoir diminuer justement la taille du bassin de traitement. Les boues qui sont excédentaires, qui vont se développer en excès, elles sont retirées du circuit tout simplement pour aller sur la déshydratation puis sur la disposition, en disposition finale par la suite. Donc, ce que la recirculation des boues permet justement, c'est de mieux contrôler le procédé et puis d'avoir des ouvrages beaucoup plus compacts. Par exemple, si on compare ça avec des étangs aérés qui ne possèdent aucune recirculation, donc les étangs aérés ont des temps de séjour et des empreintes au sol qui sont de beaucoup supérieurs à un système de procédé par boue activée. Donc, le réacteur biologique membranaire, c'est une technologie qui existe déjà depuis le milieu des années 60 environ. Ces technologies-là ont été développées pour être utilisées à bord des bateaux, essentiellement, pour traiter les eaux usées domestiques à bord des bateaux. Et puis, par contre, c'était une technologie qui était très dispendieuse à l'époque. Donc, dans les années 80, de nouvelles méthodes de fabrication des membranes ont été mises en place et ont permis la démocratisation de ce type de procédé-là en favorisant justement une diminution importante des coûts de production. Donc, cette technologie-là est maintenant rendue technologie conventionnelle là, auprès du ministère de l'Environnement au Québec. D'ailleurs, elle est très bien décrite dans le chapitre 7 des stations mécanisées de ce guide-là. Dans les sous-chapitres 7.2.5 qui parlent plus des critères de conception pour le réacteur biologique membranaire et dans le chapitre 7.3.2 en ce qui concerne plus spécifiquement la filtration sur les membranes.
Donc, qu'est-ce que le procédé RBM Ultimo? En fait, c'est une combinaison de réservoirs et d'équipements qui, mis ensemble, permettent d'obtenir une eau traitée d'excellente qualité. Donc, on reçoit l'eau brute dans le système de pré-traitement. Donc, le pré-traitement permet l'enlèvement des solides grossiers puis des matières flottantes. Par la suite, l'eau chemine par trop-plein dans le bassin d'égalisation. Le bassin d'égalisation permet une uniformisation du débit sur la filière de traitement. Plus le débit est uniformisé sur la filière de traitement, mieux la filière de traitement va pouvoir performer. Donc, l'égalisation du débit l'égalisation permet l'égalisation des débits, mais permet l'égalisation des concentrations aussi. Donc, on va avoir des concentrations qui vont être moins fluctuantes à l'entrée du système. Comme mentionné, le cœur du procédé, c'est le bioréacteur. Dans ce cas-ci, le bioréacteur est composé de deux zones, la zone anoxie sans aération et la zone aérobie avec aération. Et puis du filtre dans lequel sont installées les membranes en tant que telles. Donc, ces membranes qui font office de décanteurs, des éléments de séparation des matières en suspension. On reviendra plus tard sur quels sont les objectifs précis des zones aérobie puis anoxie, mais pour le moment, on va s'attarder à ça. Donc, la zone anoxie et la zone aérobie, ce qui est important, c'est de pouvoir contrôler les conditions dans ces zones-là, justement, comme disait Charles, pour obtenir un contrôle le plus précis possible sur les biomasses qui vont se développer dans les réacteurs. Donc, dans un bioréacteur, ce qu'on cherche à faire, c'est d'assimiler ou d'assimiler la pollution, les pollutions carbonées et azotées et le phosphore. Donc, il y a une partie de cette pollution-là qui est sous forme particulière, donc qui peut être enlevée par traitement physique, par la filtration membranaire, ou une autre partie qui est plus sous forme dissoute. Puis à ce moment-là, ce sont uniquement les bactéries ou la biomasse présente dans le bassin qui va pouvoir assimiler ces pollutions-là. Donc, la DBO, il y a une partie qui est dissoute de la DBO. Et puis, les pollutions azotées sont essentiellement dissoutes également. Donc, au niveau du phosphore, il y a une partie du phosphore qui est assimilée par les bactéries. Et il y a une autre partie aussi qui est sous forme colloïdale. Donc, cette partie-là, on va justement utiliser un coagulant. Le but du coagulant, c'est d'agglomérer les colloïdes pour en faire des particules un peu plus grosses qui vont être retenues par la suite par les membranes. Suivante, s'il vous plaît. Suivante, c'est ça. Donc, dans le bioréacteur, ce qu'on essaye d'avoir, c'est un équilibre entre les différentes populations bactériennes afin de maintenir toujours les meilleures conditions possibles pour l'enlèvement des matières ou des nutriments qu'on souhaite faire. Donc, si on revient un petit peu plus en détail, donc, vous avez ici les caractérisations typiques d'une eau brute domestique, donc une DBO5 et des matières en suspension de l'ordre de 250 mg par litre, concentration d'azote ammoniacal de 50 mg par litre, une phosphore à 12, et puis vous avez beaucoup de coliformes fécaux là, qui sont acheminés là, dans les eaux usées. Donc, on a déjà parlé du pré-traitement et de l'égalisation. On peut peut-être se concentrer maintenant sur la partie bioréacteur, donc les zones anoxie aérobie. Je vais commencer par la zone aérobie. Dans cette zone-là, on a l'enlèvement de la pollution carbonée et puis de l'azote. Donc, on a une nitrification qui a lieu dans la zone aérobie. La nitrification permet la transformation de l'azote ammoniacal en nitrate. Et par le biais de la recirculation, ces nitrates sont renvoyés dans la zone anoxie. Et puis, les bactéries présentes dans la zone anoxie vont utiliser l'oxygène présent dans la molécule de nitrate comme source d'oxygène. Donc, le résultat, c'est que
il va avoir lieu donc une dénitrification dans la zone anoxie, dans cette zone qui n'est pas aérée. Et puis, l'azote est libéré sous forme d'azote gazeux. Donc, la beauté du système, c'est que on a non seulement un enlèvement de la pollution carbonée, on a une nitrification complète du système et on a aussi une dénitrification qui est effectuée dans le bioréacteur en tant que tel. Donc, tous nos systèmes sont toujours conçus avec une zone anoxie qui permet d'améliorer la stabilité du procédé. Donc, comme mentionné, la liqueur mixte, c'est-à-dire les bactéries qui vont se développer dans ce bioréacteur-là, sont acheminées par la suite sur les membranes. Et puis, c'est là que va avoir lieu la séparation des solides et de l'eau traitée. Juste pour comme c'est un procédé qui est similaire au bout activé, mais compte tenu de la présence des membranes, on est capable de travailler à des liqueurs mixtes ou à une concentration de micro-organismes dans le bioréacteur encore de beaucoup supérieure à ce qu'on est capable d'obtenir dans une boue activée classique. Donc, ça fait en sorte que ces ouvrages sont encore plus compacts que des ouvrages de boue activée en tant que tel. Donc, au niveau de la filtration membranaire, on a une séparation qui se fait. Donc, la séparation est faite avec des membranes d'ultrafiltration, c'est-à-dire qu'on fonctionne à 0,04 microns. Donc, les membranes sont capables de séparer les bactéries et le phosphore qu'on va avoir coagulé au préalable avec du coagulant. Donc, le perméa qu'on obtient, donc l'eau traitée qu'on obtient, contient des concentrations quasiment indétectables de DBO5 et de matière en suspension. On réalise une nitrification complète, donc on n'a plus d'azote ammoniacal dans l'eau. Et c'est la meilleure technologie ou la technologie la plus performante en ce qui concerne l'enlèvement du phosphore, ce qui peut être très avantageux dépendamment de la problématique du milieu récepteur, que ce soit un lac ou une rivière. Donc, comme analogie, si vous voulez, vous pouvez, les membranes par rapport aux bactéries, comme analogie, on peut utiliser un moustiquaire puis un bourdon. Donc, le bourdon ne passera pas au travers du moustiquaire. Il y a certains réactifs de lavage qui sont utilisés pour maintenir les performances des membranes sur un long terme. On peut passer à la suivante. Donc, comme je vous mentionnais, l'ultrafiltration à 0,04 microns. Donc, on voit très bien ici sur cette diapo qu'on fait l'enlèvement de la grande majorité des virus et puis de toutes les bactéries. Donc, on retient, avec de l'ultrafiltration, on peut retenir toutes les bactéries. Je donne la parole à mon collègue Charles. Merci, Jean-Philippe. Alors, quand Jean-Philippe parlait de l'analogie du bourdon et du moustiquaire, c'est pour vous illustrer qu'une bactérie ne peut pas passer au travers de la membrane d'ultrafiltration. Donc, si pour certains systèmes, vous avez déjà entendu parler de désinfection ultraviolet, ici, la désinfection ultraviolet n'est pas requise puisque on a effectivement ces membranes d'ultrafiltration qui permettent la désinfection jusqu'à un niveau très intéressant. Donc, Jean-Philippe parle de cet aspect très compact, autant au niveau du bioréacteur qui est plus concentré en soldats, en micro-organismes, ces bactéries qu'on veut pour le traitement de la pollution qui est dissoute. Ça fait en sorte que les réservoirs requis de la dimension du bioréacteur est moins grande. Les membranes d'ultrafiltration, on va les voir tantôt, permettent aussi d'avoir des systèmes de séparation solide-liquide très compacts. Alors, chez Mabarex, même si on fait des réacteurs biologiques membranaires depuis longtemps, il y a 4 ans, on a commencé à développer un système standardisé pour rendre la technologie plus accessible pour des plus petites installations. Et comme on peut voir sur cette diapositive-là, on voit qu'il y a des réservoirs qui peuvent être souterrains ou hors sol, dans lesquels il y a les bassins d'égalisation, le bioréacteur, le bassin de stockage des boues.
et dans le bâtiment où on va retrouver tous les équipements mécaniques, les réservoirs membranaires, le système de contrôle. Et si on prend, par exemple, ce qu'on a appelé, nous, le Mini 300, qui est une dimension, un Ultimo qui est capable de traiter les eaux usées d'à peu près 130 résidences, bien, la dimension, l'empreinte au sol de tout l'ouvrage correspond à peu près à 16 mètres par 9 mètres. Donc, c'est très compact. Alors, on va repasser rapidement parce que je ne vais pas aller mettre trop de temps là-dessus, mais quand même pour vous donner un peu plus de détails sur chacune des étapes du procédé. Vous voyez en haut à droite le schéma de procédé que Jean-Philippe vous a présenté tantôt. Vous pouvez suivre là-dessus l'étape où on est rendu. Au niveau du pré-traitement, on peut y aller soit avec un débourbeur, alors c'est un réservoir dans lequel on va retenir les matières flottantes et les solides grossiers. Ce débourbeur-là est aussi équipé d'un filtre qui permet d'enlever les particules plus grosses que 2 mm. On peut aussi, plutôt que d'avoir un débourbeur, aller avec un tamis automatique qui va faire le même travail, mais avec un équipement mécanique. On peut aussi compacter et ensacher les débris qui sont retirés. Donc ça évite d'avoir un réservoir supplémentaire pour faire le travail. C'est une option qui est possible. Ensuite, on traverse au bassin d'égalisation. Jean-Philippe vous l'a dit, l'objectif, c'est de tamponner les débits, régulariser les concentrations aussi qui vont être transférées vers le bioréacteur pour le traitement biologique. Alors, c'est tout simplement un réservoir qui est dimensionné en conséquence. Par la suite, on parle de ce cœur du procédé qui est le bioréacteur et des deux zones, hein, la zone anoxie qui est de plus petite dimension que la zone aérobie, la zone aérée où va se faire la grande partie de l'enlèvement de la pollution carbonée, la DBO, et avec la recirculation dans la zone anoxie, comme on disait tantôt, on va dénitrifier, on va éliminer complètement l'azote et la pollution organique. Ce bioréacteur-là va être maintenu. Hein, on cherche et on met l'importance là-dessus sur le fait qu'on doit s'assurer d'avoir une bonne population de bactéries en quantité et en qualité avec les bons micro-organismes pour avoir un traitement qui est efficace. C'est ce qu'on voit ici dans le cylindre gradué, là, de quoi a l'air la liqueur mixte qu'on appelle, cette biomasse très fortement concentrée. Rappelez-vous, quand Jean-Philippe vous a présenté tantôt l'eau brute, on parle de près de 250 mg par litre en matière en suspension et on concentre cette matière en suspension, si on veut, à l'intérieur du bioréacteur jusqu'à des niveaux de 6 à 10 000 mg par litre. Donc, ça fait en sorte que dans un petit volume, on va aller chercher une très grande efficacité de traitement. Ce bassin-là est bien aéré aussi. Donc, je vous ai dit, ça peut être en sol ou hors sol. Puis, au niveau de la filtration, de l'ultrafiltration, les membranes qu'on utilise sont des espèces de spaghettis qui font à peu près 1,5 m de long qu'on voit sur cette photo. Et c'est dans ces spaghettis-là qu'on a les petits orifices là, de 0,04 micromètres. Et tous ces spaghettis sont maintenus ensemble grâce à ces feuilles-là. Et les feuilles vont être, il va y avoir plusieurs feuilles qui vont être installées à l'intérieur d'un module membranaire qui est soutenu par les extrémités comme ça et avec des orifices en haut connectés sur des conduites qui vont aspirer l'eau. Alors, il y a une faible pression négative, là, de l'ordre de 1,5, moins 1,5, moins 2 PSI, qui va faire en sorte qu'une fois que ces modules membranaires-là sont submergés dans la liqueur mixte, dans les réservoirs membranaires, bien, l'eau va passer au travers des orifices de 0,04 micromètres, alors que toute la pollution, les contaminants vont rester, eux, dans le réservoir membranaire. Donc, ce sont ces modules membranaires-là qu'on voit ici sur la photo de gauche. Ça, c'est en eau claire, un essai en eau claire. Vous verrez tantôt en eau usée de quoi ça a l'air. Et c'est un milieu qui est complètement aéré et constamment aéré. On voit sur l'image de droite un module membranaire de grande taille où on voit tous ces, c'est une cassette qu'on appelle, les modules se retrouvent ici et on voit que sous
les modules membranaires, il n'y a pas d'obstruction. Donc, les rampes d'aération qui sont situées dans le fond du réservoir membranaire vont aérer et faire bouger la masse d'eau, de liqueur mixte là-dedans, et ça évite qu'il y ait des accumulations de boue sur les feuilles membranaires pour assurer un maximum de capacité hydraulique du système. On voit un aménagement typique à gauche en bas, donc les réservoirs membranaires, avec à droite ici le réservoir de perméa. Le réservoir de perméa, c'est l'eau traitée qu'on accumule là-dedans et qui est utilisée régulièrement pour envoyer un bac pulse à travers les membranes. Alors, si normalement l'eau passe de l'extérieur des membranes vers l'intérieur et ensuite est acheminée dans le réservoir, bien, régulièrement, il y a un petit bac pulse pour faire un backwash, envoyer de l'eau à contre-courant pour dégager les solides qui pourraient tranquillement s'accumuler près des orifices et puis, encore une fois, prolonger, augmenter la capacité hydraulique du système. Alors, l'eau qui est traitée par un réacteur biologique membranaire est de très grande qualité. On va utiliser ce type de technologie-là dans les cas où on veut faire de la recirculation ou de la réutilisation de l'eau. Il va y avoir souvent d'autres traitements qui vont être requis après le réacteur biologique membranaire, mais on part déjà avec une eau de très grande qualité, comme on peut voir sur cette image. On voit ici sur ce tableau une comparaison au niveau de l'efficacité du traitement. On voit en rangée ici ou en brun là, les traitements secondaires avancés. On en a parlé un peu plus tôt là, dans les installations individuelles, septiques individuelles. Il y a des technologies secondaires avancées qui font l'enlèvement de la matière en suspension et de la DBO, les traitements tertiaires avec enlèvement de phosphore et la désinfection, en vert, et en bleu, le réacteur biologique membranaire. Alors, pour les 4 paramètres qu'on a ici, la DBO, qui est si on veut, la façon qu'on exprime la matière organique, la pollution carbonée qu'on trouve dans l'eau. Alors, pour l'enlèvement de la DBO, l'enlèvement des matières en suspension, de l'azote ammoniacal et du phosphore, bien, vous pouvez voir quelle est la différence en termes d'efficacité d'un système versus l'autre. Et, comme on vous disait un peu plus tôt, le réacteur biologique membranaire est la technologie qui rencontre et même dépasse les normes, les exigences les plus contraignantes du ministère de l'Environnement. Plus bas ici, on voit pour ce qui est de la désinfection. Alors, dans les systèmes secondaires avancés, sans désinfection, évidemment, on a un certain abattement des pathogènes, mais comme vous voyez, il en reste beaucoup. Si on fait de la désinfection ultraviolette, on va atteindre des résiduels en deçà de 200 unités de formation de colonies par 100 ml. Toutefois, la désinfection UV, il faut savoir que c'est un rayonnement qui doit attaquer les organismes, les particules, pour les détruire. Alors, ça exige un traitement de haute qualité en amont de la désinfection ultraviolet. C'est pour ça qu'on répète l'importance de toujours avoir un système qui fonctionne très bien et s'assurer d'avoir un suivi qui est fréquent et efficace. Là. Parce que sinon, on a beau avoir un bon système d'ultraviolet, mais ça ne fera pas le travail. Alors que le système d'ultrafiltration, c'est une barrière physique. Les orifices de 0,04 micromètres, la bactérie ne peut pas passer au travers. Donc, ça assure une qualité d'eau traitée qui sort de là. Ici, on voit un comparatif entre l'eau brute pour la qualité d'une eau brute, la qualité d'une eau qui sort d'un effluent qui sort d'une fosse septique en vert et l'effluent de réacteur biologique membranaire. Encore pour les mêmes paramètres, la DBO, les MES, l'azote ammoniacal et le phosphore, on peut remarquer les grands pourcentages d'abattement de la pollution permis avec ce type de technologie. Évidemment, en enlevant la pollution, les contaminants de l'eau, il nous reste des résidus, ce qu'on appelle les boues, comme Jean-Philippe disait. Ces boues-là sont accumulées dans un réservoir, un bassin des boues, qui doit être vidangé périodiquement. Puis les boues sont, dépendamment de la situation chez vous, soit amenées pour traitement dans une station d'épuration à proximité, ou encore épandues ou enfouies dans un lieu d'enfouissement technique. Donc, en résumé, les systèmes réacteurs biologiques membranaires en tant qu'assainissement décentralisé communautaire vont être pertinents
Évidemment, lorsqu'on n'a pas un réseau d'égouts existant à proximité, puis avec une capacité résiduelle dans la station d'épuration puis dans le réseau de collecte, mais aussi, et je le répète, surtout si on a besoin d'avoir un traitement avancé parce qu'on va rejeter un effluent dans un secteur sensible aux contaminants, à la pollution, ou parce qu'on veut avoir un bon traitement des eaux. Et évidemment, bien, lorsque les conditions locales sont problématiques pour utiliser des installations septiques individuelles, ça devient pertinent de regarder à du traitement communautaire. En bas ici, vous avez des exemples d'applications typiques qu'on va retrouver pour ce genre de système. Au niveau de l'opération et de l'entretien, un système de traitement réacteur biologique membranaire est complètement automatisé. Il y a un système de télémétrie, ce qui fait en sorte qu'on peut facilement savoir, être alarmé quand il y a une problématique au niveau du système. Donc, il y a un suivi dans ce sens-là quotidien à distance qui est fait. Ça prend quelqu'un qui va passer sur place une fois par semaine pour aller vérifier l'état des lieux, être sûr qu'il ne manque pas de produits chimiques. Et aussi, il y a une obligation de faire, par exemple, une analyse de DCO à l'effluent pour s'assurer de la qualité de l'effluent, du traitement, mais aussi il y a d'autres analyses qui sont importantes à faire régulièrement. Et une fois par semaine, on va faire ça, s'assurer que notre biomasse est justement en santé, en bon état, puis, s'il y a lieu, d'intervenir pour ajuster les paramètres d'opération conséquemment. Une fois par mois, il y a un échantillonnage qui est fait pour respecter les obligations en lien avec les exigences du ministère. Il y a un rapport aussi qui est émis. Et 2 fois par année, il faut qu'il y ait un nettoyage des membranes. Bon, peut-être ça dépend du type de membrane utilisée, là, mais en général, il y a de toute façon des nettoyages préventifs à faire sur les membranes pour en assurer la longévité puis la bonne capacité hydraulique, de ne pas perdre cette capacité hydraulique. Il y a d'autres éléments à considérer, la disposition des boues aux besoins, les besoins en électricité et en produits chimiques. Je vous présente ça, c'est vraiment à titre indicatif, ça va varier ces courbes-là en fonction de la situation locale chez vous, mais c'est une analyse comparative des coûts CAPEX, OPEX, donc immobilisation et opération sur une période prolongée entre des installations septiques individuelles, donc installation et opération sur 20 ans dans ce cas-ci, mais ça a été fait pour un cas spécifique. Il faut le refaire à chaque fois, l'étude. Mais ce que je veux illustrer, c'est que si on veut avoir un système décentralisé communautaire et qu'on a seulement un petit nombre de résidences, et ça va coûter cher de la porte. Là. Alors, ça va devenir pertinent à partir du moment qu'on a un nombre suffisamment d'usagers qui vont se connecter sur le réseau, sur le système. Et même, comme vous pouvez voir, il peut y avoir des économies substantielles, j'en parlais au début, d'avoir un traitement collectif. C'est certainement quelque chose d'intéressant, l'aspect financier, mais n'oubliez pas, puis je ne repasserai pas au travers de tous ces avantages-là parce qu'on en a parlé déjà, mais il y a des avantages importants sur le plan environnemental, d'avoir un seul système de traitement et de pouvoir faire un suivi régulier et constant, puis de savoir s'il y a un problème qui survient et d'intervenir pour le régler avant qu'il y ait des impacts au niveau du milieu récepteur. Donc, je passe un peu vite sur ces diapos, mais je vous le répète, si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec moi éventuellement, puis on reviendra sur des éléments ou des questions que vous avez. Rapidement, certains projets qui ont été réalisés, ces 2 premières diapos-là vous présentent le premier, disons, prototype là, de réacteur biologique membranaire Ultimo qui a été développé dans le cadre dans le contexte d'un supermarché dans les Laurentides. Ici, on voit un projet qui a été réalisé aux Îles-de-Madeleine dans une microbrasserie. On voit les accès aux réservoirs, réacteurs biologiques, réservoirs de stockage des boues. Et à l'intérieur du bâtiment, vous voyez ici un aménagement typique là, où on voit les réservoirs qui contiennent des membranes. Il y en a 2, il y en a toujours 2. On a une redondance là, dans ce genre de système-là pour être capable justement
d'isoler un réservoir membranaire et avoir une pleine capacité hydraulique sur un seul réservoir membranaire. On voit ici le réservoir de perméa, le réservoir d'eau traitée. On a ici une version en conteneur qui a été installée à Terre-Neuve. C'est une plus grosse installation, capacité de 240 mètres cubes jour. Les autres qu'on vient de voir, on parlait d'à peu près 15 à 20 mètres cubes jour. Dans le conteneur, on peut voir ici l'installation des membranes à l'intérieur du réservoir lors de la construction, lors de l'installation. Ça, c'est une installation qui est à Kanawake pour traiter les eaux d'un casino et d'un hôtel qui est en construction. Je veux vous présenter ici, et puis j'espère que je n'aurai pas de misère à faire ça, je ne pense pas. Si je m'en viens ici et comme ça, une petite vidéo qui... tiens, je vais juste la remettre ici au début, voilà. J'espère que vous la voyez. Alors, on voit ici, de chaque côté du bâtiment, on voit les réservoirs. On a vu le premier réservoir. Ici, le deuxième réservoir dans lequel il y a le réacteur biologique. Il y a aussi le bassin de stockage des boues. Et quand on entre dans le bâtiment, eh bien, on voit les surpresseurs qui sont là pour le bioréacteur et pour le réservoir membranaire. Ce sont ici les deux réservoirs membranaires. Et dans le fond, bien, on peut apercevoir le réservoir de perméa. Alors oui, c'est très compact. On est un peu serré, mais en même temps, bien, tout est fonctionnel. Et puis, est-ce que... OK. Il y a les équipements, les petites pompes. On voit ici le panneau de contrôle avec l'interface usagée. Tout le système peut être contrôlé à partir d'ici, comme peut être contrôlé aussi à distance. Dans les réservoirs membranaires, tantôt, on voyait un test à l'eau claire. Ça, c'est dans la vraie vie. Donc, il y a cette liqueur mixte qui est tout le temps de passage dans le réservoir membranaire. Puis, il y en a une partie qui est soutirée et qui va être traitée, comme on peut voir ici, avec la qualité dont on parlait tantôt, là, qui est impressionnante. Là. Donc, je vais retourner à la présentation. J'espère que là, vous devriez voir le PowerPoint, là, si tout va bien. Donc, voici un autre exemple dans une mine pour un camp de travailleurs à Nemaska. Et finalement, on a des installations plus récentes là, qui viennent, en fait, ce sont les dernières qui ont été mises en opération. Il y en a d'autres en construction en ce moment, mais ces installations sont pour les aires de service de Rivière-Baudette sur l'autoroute 20 et à l'aire de service Melbourne. C'est des ordres de grandeur d'à peu près 50 mètres cubes jour. Donc, ça met fin à notre présentation. Il reste maintenant du temps pour les questions. Je vois que, bon, il n'y a pas beaucoup de questions. J'en ai une, je pense, là, qui a peut-être déjà été répondue, je ne sais pas. Bon, merci pour tantôt mon blanc de mémoire sur le BNQ. Est-ce performant pour des micropolluants? Alors, Jean-Philippe pourra m'aider à répondre à cette réponse-là, mais la réponse, en gros, c'est pas vraiment. On ne traite pas les nouveaux, ces contaminants émergents dont on parle, là, qui seront plus petits que 0,04 micromètres, vont traverser la membrane, là. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais en attendant que... Oui, vas-y. En fait, j'avais déjà répondu à la question, Charles. C'est sûr que parmi les différents systèmes de traitement d'eau usée qui existent, les réacteurs biologiques à membrane sont ceux qui vont donner les meilleurs résultats. D'accord? Donc, du fait qu'on retient les bactéries, on peut retenir justement des bactéries spécialisées qui peuvent s'adapter à ces micropolluants-là. Donc, mais tout dépend des micropolluants, des concentrations et puis le dimensionnement du système de traitement. Il va peut-être devoir se faire aussi en fonction des micropolluants et pas juste des polluants traditionnels. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites là, sur ils appellent ça des contaminants émergents. Là, hein? Il y a
des contaminants qu'on découvre, qu'on apprend maintenant et qu'on apprend les impacts qu'ils ont sur la santé humaine, sur l'environnement. Alors, ça évolue toujours. Et puis, on apprendra peut-être que bientôt, il faut respecter des nouvelles normes pour des différents types de contaminants, là. C'est un enjeu dynamique, en évolution. J'ai une question ici. Jusqu'à quelle distance peuvent être ou doivent être les résidences et commerces que l'on désire connecter? Bien, ça, c'est vraiment l'étude économique qui va permettre de répondre à ça. C'est du cas par cas. Évidemment, plus les résidences sont éloignées les unes des autres, si on imagine sur un rang des résidences qui peuvent être à 500 mètres les unes des autres, ça va coûter cher de réseau, là. Alors, ça devient... et puis, on peut facilement imaginer qu'il y a de l'espace, suffisamment d'espace pour avoir des installations septiques individuelles. Donc, c'est peu probable que la solution de réseau collectif devienne pertinente dans ces cas-là. Mais sinon, je vous dirais, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des conditions locales, le type de terrain qu'on a, et je vous suggère de faire une étude spécifiquement, cas par cas. Pour des mini-maisons abordables, certainement, surtout qu'on se retrouve dans le cas de mini-maisons, souvent dans des cas où les maisons sont proches, justement. C'est des petits lots, des petits terrains. Donc, il y a une grande densité au niveau des résidences. Je suis encore dans la question. Je vois qu'il y a d'autres écrits dans le chat. J'irai ensuite. Y a-t-il des contraintes à installer vos systèmes en zone inondable? Alors, l'avantage du système décentralisé communautaire, c'est qu'on va justement aller chercher les égouts des résidences qui sont dans des situations comme en zone inondable pour les amener à un autre endroit où on peut faire le traitement de façon sécuritaire sans avoir de problème au niveau des zones inondables. Je vous disais tantôt, les réservoirs peuvent être installés en souterrain ou hors sol. Donc, il y a moyen d'avoir des solutions, effectivement, même pour gérer les eaux usées de commerce ou résidences situées dans des zones inondables. Selon votre graphique, votre système est rentable à partir de 25-50 résidences, peu importe le type de traitement. Alors, effectivement, on a présenté, nous, le réacteur biologique membranaire. C'est un traitement plus sophistiqué qui est plus cher que d'autres traitements qui vont permettre, par exemple, qui ne permettront pas, par exemple, d'atteindre des qualités d'eau traitée équivalentes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être moins chers parce qu'ils peuvent demander aussi des travaux importants. Donc, à votre affirmation, à partir de 25-50 résidences, je vous l'ai dit, des fois, ça va être 25, d'autres fois, ça va être 50, effectivement. C'est du cas par cas, il faut l'étudier. Mais je dirais qu'en général, au niveau du traitement, il n'y aura peut-être pas une si grosse différence que ça, là, que ce soit un type de traitement ou un autre, même si le réacteur biologique membranaire vous permet d'aller beaucoup plus loin en termes de qualité de l'effluent. Avez-vous des propositions de suggestions pour un sol extrêmement argileux? Moi, je vous répète encore une fois qu'on n'a pas de problématique de percolation dans le sol ou la qualité du sol est moins critique quand on parle d'un système communautaire qu'on peut installer, je le répète, souterrain ou hors sol, parce qu'on ne fait pas d'épandage de percolation dans le sol. Les eaux traitées peuvent être rejetées directement à l'environnement, dans un fossé ou dans un petit cours d'eau, avec la qualité d'eau traitée qu'on a. Bien sûr, ça va vous demander d'avoir un certificat d'autorisation du ministère, mais en considérant les contraintes ou les objectifs de rejet environnementaux normalement émis par le ministère, ce n'est pas un problème. Je m'en vais dans le chat et puis je vois ici combien d'unités de logement les micro-stations peuvent-elles gérer. La limite est au minimum, pas au maximum. C'est-à-dire que quand, comme je disais tantôt, on n'a pas assez d'usagers, bien, ça va devenir cher de la porte. Alors que
Alors que les systèmes, si on en a 50, 100, 200, 300, bien, ça va devenir de plus en plus, les coûts fixes, eux, vont rester les mêmes. Alors, par usager, ça va devenir de plus en plus intéressant là, financièrement. Donc, il n'y a pas de limite maximum. L'opérateur doit-il avoir un certificat du ministère? Alors, oui. C'est pour ça qu'on dit une fois par mois, ça prend, bien, une fois par semaine, il faut que quelqu'un passe pour faire une analyse de la DCO. Ça peut être quelqu'un qui va être... ça prend effectivement un opérateur. Là. Il y a beaucoup de différences d'une situation à l'autre, mais si à la municipalité, vous avez quelqu'un qui s'occupe de l'eau potable, ça peut être cette même personne-là qui va s'occuper aussi de faire l'échantillonnage pour la microstation, mais on doit respecter effectivement les obligations et les règles du ministère. Pour un développement de 50 maisons, à combien peut-on s'attendre pour une installation, tranche de coût? Alors là, je vous demande, s'il vous plaît, de communiquer avec nous pour avoir plus de détails, pour qu'on puisse parler plus spécifiquement de la situation chez vous. C'est pas long, on peut générer un prix assez facilement pour la station d'épuration, la micro-station d'épuration. Par contre, il y a la question du réseau aussi qu'il faut considérer. L'un ne va pas sans l'autre. Quelle densité en habitation peut être atteinte? Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, mais comme je disais tantôt, si on a des habitations qui sont trop distantes les unes des autres, alors là, c'est peu probable que les systèmes communautaires soient pertinents. Mais à l'inverse, plus c'est dense, ce n'est pas un problème. Au contraire, ça va être encore plus économique là, de traiter tout le monde ensemble. Je crois que nous n'avons plus d'autres questions. Alors, si vous me permettez, Carl, au nom de Jean-Philippe et de moi-même, je veux remercier tout le monde pour votre attention. Pour ceux qui ont écouté ça en direct, merci aussi pour vos questions. Pour tous les autres qui l'écouteront, j'espère que ça vous aura intéressé et plu. Et je vous remercie.